Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans un domaine où science, technologie et mystère se rencontrent. Les ovnis. Notre invité du jour, Luc Dini, est l'auteur du livre OVNI, paru aux éditions Michel Lafon. Son livre plonge au cœur des phénomènes aériens non identifiés à travers une approche scientifique rigoureuse, tout en nous invitant à élargir notre regard sur l'inconnu. New York, Paris ou même au-delà des étoiles, aujourd'hui un mystère flotte dans l'air. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ou même aperçu de vos propres yeux, les ovnis. Mais ici, on ne parle pas de simples rumeurs ou de science-fiction. On parle de faits concrets, documentés et étudiés avec sérieux par des experts. Des pilotes, des ingénieurs et même des militaires, tous ont été témoins de l'inexplicable. Et aujourd'hui, on reçoit l'un des plus grands spécialistes français du sujet, Luc Dini, ingénieur de formation, président de la commission Sigma 2. Il a consacré des années à enquêter sur ces phénomènes aérospatiaux non identifiés. Son livre, OVNI, plonge au cœur du mystère, en démystifiant ces apparitions grâce à des données rigoureuses et à une méthodologie scientifique irréprochable. Alors, attachez vos ceintures, car ce que vous pensiez connaître de notre monde pourrait bien être complètement bouleversé. Je suis Amal Dadol, curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Luc Dini, bonjour. Amal Dadol, bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez une carrière impressionnante dans l'ingénierie et la défense. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux ovnis, ou plus précisément à l'ufologie, un sujet souvent considéré comme marginal par vos pairs scientifiques? En fait, c'est le fruit du hasard. C'est le fruit du hasard parce que je me suis trouvé dans des circonstances sur la route à observer un phénomène qui était étonnant. Je n'étais pas seul d'ailleurs. J'en fais le récit dans le livre parce que c'est le point de départ. C'est pas du tout une passion initiale pour le sujet OVNI ou pour les phénomènes atmosphériques, même si j'ai travaillé un peu sur la physique de l'atmosphère. C'est le fruit du hasard un soir de voir passer une espèce de tache lumineuse dans le ciel qui ne ressemble pas à un avion, qui ne ressemble pas vraiment à ce que l'on connaît, qui pourrait être une météorite. Et ceci a rebondi au travers d'une discussion autour des ovnis, dont j'avais évidemment entendu parler, sur lesquels j'avais lu des bouquins quand j'étais adolescent, évidemment, mais auxquels je ne m'étais pas intéressé depuis. Et c'est au travers d'une discussion avec des amis que j'ai découvert l'existence de groupes de travail, de gens qui étaient des anciens hauts fonctionnaires de la défense et d'autres domaines, qui avaient pris le temps d'écrire un rapport, quel rapport Cometa, connu des initiés, mais moi je n'étais pas initié, donc je ne le connaissais pas. C'est un rapport qui faisait une centaine de pages, envoyé donc par ce groupe d'officiels, mais quand je parle d'officiels, il y en avait un qui était l'ancien directeur général du CNES, par exemple, ou ancien patron de la délégation générale pour l'armement, qui est l'organisme de conduite des programmes d'armement pour la défense française. Donc, des gens, a priori, très sérieux, qui avaient quand même envoyé un rapport sur le sujet et des recommandations au président Chirac et à Lionel Jospin, Premier ministre à l'époque. Voilà. Donc ça, effectivement, ça m'a interpellé. Je me suis dit, si ces gens sérieux se sont intéressés à ce sujet, il y a peut-être quelques bonnes raisons d'y regarder de plus près. Alors, en écrivant ce livre, vous avez rassemblé des faits, des observations et des données. Comment avez-vous choisi les cas à traiter et sur quels critères vous êtes-vous basé pour maintenir une rigueur scientifique dans vos analyses? Alors, en fait, le principe est assez simple. Pour pouvoir travailler de façon scientifique, technique, eh bien, on ne peut pas uniquement se fier aux observations, aux témoignages qui sont faits. On a besoin de données objectives, données enregistrées, mesurées. Voilà. Donc, ça constitue, je dirais, déjà un guide pour faire l'inventaire des cas qui ont bénéficié de collecte de données qui vont pouvoir être mises à profit ensuite pour conduire des investigations de nature scientifique. Et ça, je dirais, c'est un changement qui s'est opéré au sein de l'Association d'aéronautique et d'astronautique de France, à laquelle donc j'appartiens, et dont fait partie la commission Sigma 2, car la précédente commission Sigma était plus, je dirais, sur une récupération d'un certain nombre de témoignages, de faits très intéressants, mais sur lesquels il était difficile de pénétrer plus en profondeur
pour mener véritablement une investigation technique et scientifique. Donc nous avons choisi où on est venu nous chercher pour étudier des cas. Par exemple, nous avons eu un cas qui s'est produit au Chili en 2014, je crois, et ils ont fait une observation d'OVNI, réputé OVNI, à partir d'un hélicoptère de la marine chilienne, doté d'une caméra infrarouge. Donc vous voyez, nous étions 3 ans avant les fameuses révélations américaines, sur lesquelles on reviendra probablement plus tard, et les Chiliens nous ont envoyé leur organisme d'enquête sur les OVNI, qui dépendent pas de la défense, mais qui dépendait de l'aviation civile. Donc, ils nous ont sollicité pour que l'on mène une analyse. Et là, on a mis sur pied nos experts de caméras infrarouges, experts d'avion, l'aéronautique, etc. Et donc, on est vraiment rentré dans le truc, quoi. Et on en a sorti des conclusions, alors, qui n'étaient pas forcément... vous avez utilisé le mot « démystifier ». C'est pas notre mission. Notre mission, c'est d'essayer d'expliquer, et à défaut d'expliquer, de cerner les caractéristiques de l'inexplicable. Vous voyez ? Et donc, dans ce cas-là, on a trouvé, après enquête, analyse, croisement des informations, que contrairement à ce que certains avaient pu croire, ce qui avait été observé n'était pas un ovni entouré d'un nuage de plasma, etc., mais était en réalité l'observation d'un Airbus A340 et de ces 4 nacelles réacteurs qui rayonnaient beaucoup dans l'infrarouge. Et donc, voilà, on a expliqué tout ça. Mais il ne faudrait pas croire qu'on trouve des explications à tous les cas. Et au contraire, nous avons constaté à travers le temps, par les caractéristiques qui avaient été enregistrées, je prends d'autres exemples, mais les Américains ont mené des enquêtes avec l'US Air Force à une époque, enquêtes qui ont été closes en 1969. Bon, très bien, en disant finalement, il n'y a pas de problème de défense, pas de problème de sécurité, donc ça ne nous intéresse pas. Mais en réalité, il y a des enregistrements extrêmement intéressants, faits par exemple par les bombardiers stratégiques B-52, qui ont été, dans certains cas, suivis par des objets inconnus, dont ils ont enregistré, parce qu'ils avaient des enregistreurs électromagnétiques, dont ils ont enregistré des émissions électroniques très curieuses, que l'on retrouve aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'à travers l'histoire, il y a justement des cas qui ont été relativement bien renseignés sur les caractéristiques et qui inspirent nos ingénieurs. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Alors vous mettez dans votre livre en avant des cas d'OVNI que la science peine à expliquer. Selon vous, qu'est-ce qui fait que certains de ces phénomènes restent sans réponse malgré les avancées technologiques, sachant que vous expliquez aussi dans votre livre que c'est 4 à 5% des phénomènes observés qui restent totalement inexpliqués aujourd'hui? Oui, alors, les 4 à 5%, c'est une statistique qui est quasi universelle. Bon, alors, il y a eu une époque où on disait qu'il y a 20% des cas qui sont inexpliqués. Alors, c'est un peu une statistique d'ailleurs dans laquelle les Américains se trouvent parce qu'ils ont collecté beaucoup d'informations à un moment donné. Et donc, ils avaient du mal à en sortir des éléments permettant d'expliquer facilement. C'est ce qui s'est produit dans les travaux qu'ils ont menés il y a 2 ans encore. Ils ont collecté à peu près quelques centaines de cas supplémentaires, et sur ces centaines de cas, ils ont pu en éliminer certains facilement, mais d'autres étaient plus récalcitrants. Pour en revenir à la statistique de 4-5%, ça peut sembler faible. Je trouve que c'est énorme, 4-5% d'objets volants non identifiés, dont on ne peut pas expliquer la provenance. Je trouve que c'est beaucoup. Voilà, ne serait-ce que quelques-uns par an, c'est déjà beaucoup, oui. C'est déjà très intriguant. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Et donc, comment expliquer le fait qu'on n'arrive pas à les expliquer? D'abord, il faut, encore une fois, que les observations soient faites de façon assez rigoureuse. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a assez tôt conclu que les observations par les caméras infrarouges, etc., sont très intéressantes, apportent beaucoup d'informations, mais ne donnent pas toutes les informations, en particulier sur le mouvement des objets, sur leur vitesse, leur accélération, etc. Ce sont des choses qui se déduisent d'un certain nombre d'analyses successives, parce que il faut savoir où pointait la caméra, où était l'avion ou l'hélicoptère qui l'a porté. Et il faut remonter le fil, et de toute façon, une caméra ne donne pas l'information distance. Donc, il y a des hypothèses qui sont à faire, et ces hypothèses-là, à un moment donné, ouvrent le champ des possibles entre ce qui est vraiment extrême, inconnu,
et ce qui peut se rapprocher, par exemple d'un drone ou voilà, d'objets, disons, plus identifiés. Ça, c'est le premier point. Après, il y a le comportement physique, c'est-à-dire que on observe parfois des objets qui ont des trajectoires qui sont des trajectoires extrêmement bizarres. L'observation du fameux groupe Nimitz autour du porte-avions Nimitz, la fameuse révélation de 2017 expliquant cette histoire d'objets en forme de tic-tac qui avait été vue par des pilotes de l'US Navy. Ils ont observé pendant plusieurs jours des échos-radars qui étaient à très haute altitude, de l'ordre de 30 km d'altitude, alors entre 20 et 30 km. Et puis, ces échos-radars, à un moment donné, descendaient très rapidement au ras de la mer, avec des accélérations extrêmement étonnantes. On ne sait pas expliquer ça. Alors, on peut penser que c'est le radar qui fonctionnait mal, mais ils ont vérifié, revérifié. Ils faisaient des tests en plus. Donc, l'explication ne vient pas d'une anomalie de fonctionnement de l'électronique, des systèmes d'observation. Et on n'a pas de modèle physique, on n'a pas de technologie qui permettent de dire, oui, je sais faire un vol à vitesse nulle, ce qu'on appelle le vol stationnaire, et puis accélérer à Mach 5, à Mach 10, brutalement. C'est de la science-fiction. Oui, voilà, dans un très bon film de science-fiction, dans la bande dessinée, on peut, voilà. Mais dans la réalité, on ne sait pas quelle est la physique de ces choses-là. De la même façon, les rayonnements qui sont émis, qui peuvent être très intenses, ces rayonnements lumineux, et tout ça est observé depuis longtemps. Donc, ce qu'on essaye de faire, si vous voulez, une fois qu'on a épuisé toutes les hypothèses et qu'on ne parvient pas à mettre un nom, en quelque sorte, si vous voulez, ou une technologie sur l'observation, on peut bien sûr se dire, et d'ailleurs, j'avais amené une citation là, du ministre Robert Gallet, il évoquait en 1974 des origines peut-être magnétiques, tout en reconnaissant que ces objets lumineux de forme sphérique, ovoïdale, etc., restaient sans explication. Vous voyez, 50 ans plus tard, on n'a pas davantage d'explication. Et les Américains, les pilotes de la Navy, observent ça. Donc tout ce que l'on peut faire, c'est d'essayer de mesurer au mieux, de différentes façons, ces phénomènes. Peut-être que dans certains cas, on peut arriver à des explications naturelles, mais très honnêtement, nous avons dans la commission Sigma 2 d'ailleurs un patron de laboratoire de recherche sur la foudre. Donc les phénomènes de foudre peuvent être parfois très étranges, la fameuse foudre en boule, etc. Mais ça ne correspond pas à ces choses-là, à ce qu'on observe. Voilà, un engin, un objet qui va rester en vol stationnaire, qui va accélérer, qui va changer de direction brutalement. Même la foudre en boule, qui est étonnante, n'a pas un comportement aussi erratique et soudain. Voilà. Alors, la commission Sigma 2, justement, que vous présidez, adopte une approche méthodique et scientifique pour étudier ces phénomènes. Comment cette commission se distingue-t-elle des autres groupes de recherche dans le domaine des phénomènes aérospatiaux non identifiés ? Alors, elle se distingue ou elle ressemble, tout dépend des groupes dont on parle. Si on parle, par exemple, du GEPAN en France, qui est donc le groupement d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, sa qualité principale, c'est déjà de mener des enquêtes avec un réseau d'enquêteurs bénévoles, mais extrêmement sérieux, utilisant des méthodes d'enquête qui sont, par exemple, celles de la police nationale, parce qu'ils sont confrontés à des témoins. C'est X-Files. Oui, X-Files, c'est un peu tout mélangé. Il y a un peu de Sigma 2, il y a un peu... on pourra en reparler, parce que ça ressemble un peu au bouquin là, de Lou Elizondo. Finalement, c'est le FBI, c'est pas une autre agence bien connue américaine, mais tout ça se ressemble. Là, on est dans le monde technique et scientifique, on n'est pas dans les services de renseignement, même si le sujet les intéresse. Et fait partie, je dirais, d'un environnement sur lequel il y a des travaux certainement depuis longtemps. Mais pour revenir à notre histoire, le GEPAN, donc, c'est d'abord des enquêtes, et des enquêtes de terrain. Ce qu'on ne fait pas du tout, parce que nous n'avons pas, c'est 25 personnes à peu près à la commission Sigma 2, et on n'a pas du tout le profil enquêteur. On a plutôt le profil, à la limite de la police scientifique, en quelque sorte, et je mets ça entre guillemets, soyons prudents, qui va éventuellement aller sur le terrain pour faire des prélèvements, etc. Mais on ne va pas sur le terrain faire des prélèvements. On s'intéresse aux prélèvements qui ont été faits. Et on les cherche et on les chasse. Voilà. Parce que, en fait, le GEPAN essaye
grâce à un groupe qui s'appelle le Collège des experts du GEPAN, dont certains de la commission Sigma 2 font partie, y compris moi-même. Ces groupes d'experts, qui regroupent des gens de la météorologie nationale, il y a psy, il y a des gens qui ont différentes qualités, capacités, et qui tentent, à la lumière de l'analyse qui a été faite par les enquêteurs, donc des résultats de l'enquête, et qui tentent d'élucider le problème. Voilà. Alors, il y a des cas pour lesquels les témoignages sont extrêmement fiables, il y a des données, donc on arrive à des conclusions en disant, écoutez, voilà, c'était, je sais pas, une lanterne taille, c'était un hélicoptère, peu importe. Puis, il y a des cas très fiables, parce que, voilà, le ou les témoins sont considérés véritablement comme totalement crédibles, il y a des recoupements, etc. Mais alors, de quoi s'agit-il ? Et il y a un exemple assez récent, d'ailleurs, qui avait été exposé par le GEPAN dans une conférence. Il disait, les témoins ont vu des rectangles rouges, là, voilà, c'était en Bretagne, dans le Finistère. Bon, il n'y a pas de route, ça peut pas être un camion, ça peut pas être des bandes réfléchissantes de camions. Enfin, les gens cherchent des explications prosaïques, pas d'explications. Et donc là, on tombe sur un cas non résolu, ou non classé, les affaires non classées, X-Files, si vous voulez. Et donc, Sigma 2 s'intéresse justement à ces résidus de cas dès lors que on a des points d'accroche du point de vue analyse, mesure, etc. Parce que sinon, on n'a pas de boule de cristal, nous ne sommes pas des voyants, et donc on ne va pas trouver d'explication par les sciences et techniques si on n'a pas de données. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, aux États-Unis, il y a, je cite les États-Unis, mais en Allemagne, il y a des scientifiques qui commencent à s'intéresser au sujet, donc dans certaines universités qui ouvrent un département de recherche sur les phénomènes aérospatiaux identifiés. Et puis on a des contacts également avec des associations américaines qui regroupent des gens qui ont des formations scientifiques, etc., et sur lesquels on a échangé sur des cas communs. Ils nous ont passé, par exemple, un cas qui s'était produit à Porto Rico, à proximité de l'aéroport d'Aguadilla, et où il y a une observation d'un objet un peu bizarre qui semble avoir disparu un moment dans la mer, et puis pour en ressortir après, ils ont fait leur analyse, on a fait la nôtre, on a croisé un peu les informations, les points de vue qui sont différents d'ailleurs, mais il s'agit de démarches techniques et scientifiques. On fait des calculs, on essaye de comprendre quelle a été la trajectoire, de la restituer, etc. Voilà, ça c'est notre domaine d'action, mais dans plein de domaines. Et ce qui fait au fond un des différenciateurs et des intérêts de la commission Sigma 2, c'est la diversité des compétences. Vous avez des spécialistes de détection radar, vous avez des pilotes de chasse, pilotes civils. On a un pilote civil qui nous a rejoint dernièrement, un astronaute, Jean-François Clairvoy, oui, que vous avez reçu, médecin, psychologue, et donc des gens qui se rapprochent des mesures, qui sont capables de faire des mesures eux-mêmes, de faire des analyses. Et on saute de sujets, si vous voulez, de l'analyse d'échantillons métalliques à quels sont les effets des armes électromagnétiques sur l'électronique. Y a-t-il un rapport entre les perturbations créées par des rayonnements qu'on peut supposer être de type micro-ondes émis par ces objets et ces engins, ne serait-ce qu'à proximité d'un véhicule ? C'est l'histoire de la voiture qui tombe en panne quand elle est survolée par une soucoupe volante. Ça, c'est un grand classique. On a des explications par rapport à ces phénomènes-là, on a des experts. Donc on est paré pour se frotter à des cas bizarres, intéressants. Alors, les ovnis ont souvent été au centre de rivalités entre les grandes puissances. Dans votre livre, vous explorez la stratégie du millefeuille, une technique utilisée pour brouiller les pistes. Alors, pourriez-vous nous en dire plus sur cette stratégie et comment elle a influencé les perceptions publiques et politiques des ovnis ? Alors, en fait, c'est assez simple. Le sujet ovni a pris de l'ampleur au moment de la guerre froide, et en particulier au travers des enquêtes américaines. Mais il faut savoir que les Russes menaient aussi leurs enquêtes. Ils avaient un programme, alors ils en ont eu un certain nombre, j'en ai retenu au moins un, qui était le programme 7K. Et en fait, il y avait deux programmes 7K. La version civile avec l'Académie des sciences et la version militaire avec les services de renseignement et la marine soviétique. Les Américains, au début, se sont intéressés effectivement à ces flying saucers, etc. Mais après, et juste après, ils se sont dit, oui, mais alors attention, parce que si ce sont des inventions des soviétiques, si ça crée des perturbations de la population, ça crée de l'instabilité, ça crée des doutes. Donc,
On va arrêter tout ça, et c'est ce qu'on appelait la tactique du debunking, c'est-à-dire on trouve des parades, des explications, des contre-explications, on peut ridiculiser les témoins, etc. Et au-delà de ça, il y a au fond le croisement entre les observations qui sont des observations d'OVNI et des observations qui peuvent être des observations de programmes secrets. Prenons l'exemple de l'U-2, qui était un avion de renseignement dont la construction avait été demandée par la CIA. Cet avion U-2 permettait de voler très haut, longtemps, était équipé de caméras extrêmement précises et donc permettait de faire du renseignement photographique à partir d'avions. Ce programme est un programme black, inconnu. Personne ne savait que les U-2 existaient, à part les gens qui avaient financé le programme, qui l'avaient mené, etc. Et donc, il se trouve que le soir, parfois, les gens voyaient passer un truc. Alors, on n'avait pas... Les satellites arrivaient à peine, ils voyaient des trucs lumineux dans le ciel, en se demandant ce que c'était. C'était rien de moins que les U-2 qui volaient suffisamment haut pour être encore éclairés par le soleil, alors que au sol, les gens étaient plus bas, ils étaient donc dans l'obscurité à ce moment-là. Évidemment, ils se sont bien gardés de dire que c'était des avions de renseignement. Donc c'est une première feuille du millefeuille. Mais imaginez que, de la même façon, les observations d'OVNI, etc., posent problème. Donc il est facile à ce moment-là d'expliquer que c'est probablement un programme secret que personne ne connaît. Et vous pouvez empiler les feuilles comme ça, vous voyez, et maintenir le mystère sur un sujet comme sur l'autre. Et il semblerait que ça continue. Il semblerait que ça continue, parce que l'étonnement des pilotes de l'US Navy, qui a motivé le Congrès américain à demander des enquêtes, à faire créer quand même une structure au Pentagone, le Pentagone qui avait fermé l'histoire en 1969. Eh bien, on retrouve quand même quelque part ces questionnements. Y a-t-il un programme ou pas de programme ? Et là, il y a un sujet de débat extrêmement fort entre le Congrès américain et la Chambre des représentants et le Pentagone, car il y a eu des témoins, des gens appartenant au Pentagone, au service de renseignement, qui ont apporté des témoignages, alors dans la limite de ce qu'ils pouvaient révéler, parce que il y a des clauses de secret, et que les gens ne peuvent pas violer les clauses de secret, parce qu'ils s'exposent à des risques de prison, de poursuite, etc. Et donc, ces personnes-là, si vous voulez, ont apporté quelques éléments qui sembleraient, j'utilise le conditionnel, montrer qu'il y a effectivement de programmes secrets, que ces programmes secrets sont couverts, comme le nom l'indique, par des secrets qui ne peuvent pas être révélés, et pourtant, ces programmes sont niés par l'appareil américain, par le Pentagone, etc. Et Elizondo explique dans son bouquin, d'ailleurs, que les présidents américains, pour la plupart, n'ont pas accès à ces informations-là, car, au fond, l'appareil politique est considéré comme un appareil, temporaire, éphémère, et qu'il y a des secrets qui doivent être gardés dans la durée, et donc ne pas être révélés à ceux qui ne sont que de passage. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans son livre. Voilà. Donc, le millefeuille, pour résumer, c'est, au fond, cette façon de manipuler les secrets, et un secret en protège un autre. Voilà. Les Russes ont cru aussi, d'ailleurs, que ce qu'ils observaient venait des Américains. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte, notamment dans l'environnement, non pas seulement aéronautique, mais maritime, sous-marin. Ils ont mené beaucoup de travaux sur des phénomènes qui ont été observés, qui se déplaçaient à grande vitesse sous l'eau et qui encerclaient leurs sous-marins. Au début, ils croyaient que c'était des inventions américaines, puis ils se sont rendus compte finalement que non, pas du tout. Tout ça, je dirais, est révélé dans certains documents, parce qu'il y a beaucoup d'archives russes qui ont été vendues après, je dirais, l'effondrement de l'URSS. Tout n'est pas connu, bien entendu, et il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes, qui sont d'ailleurs corroborées aujourd'hui par le positionnement de l'agence donc, du Pentagone, qui s'appelle la AARO. AARO veut dire All Anomalies Resolution Office, et dans le All, ça veut dire tous les milieux. C'est pas seulement aérien, c'est pas seulement spatial, c'est pas seulement aérospatial, c'est tout milieu, y compris maritime, aquatique. Donc ils reconnaissent qu'il y a des phénomènes qui sont observés et qui changent d'environnement, qui peuvent très bien traverser l'espace aérien pour rentrer dans l'eau, etc. Donc voilà, pour la stratégie de millefeuille. Et en France ? Écoutez, en France, il y a, et je citais Robert Gallet tout à l'heure, il y a eu des actions de transparence. Les recherches menées
sur les pans remonte à minima aux années 50. Il y a certainement eu des observations avant, mais dans les années 50, nous sommes après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a beaucoup d'observations faites aux États-Unis et il y a des vagues qui se produisent en France en 1951, en 1954, avec des observations qui sont faites par des pilotes. Donc il y a une cellule de recherche qui s'appelait la cellule d'étude des mystérieux objets célestes, qui est créée au sein de l'armée de l'air. Mais il y a des directives ministérielles, et ce sont des éléments totalement historiques que je vous donne là, des directives ministérielles datant de 1951 et de 1954 pour mener des recherches sur ces fameux objets mystérieux, les MOC, mystérieux objets célestes. Tout ça est quelque part ignoré du public, même si on parle des soucoupes volantes, même si on parle des observations. Et en gros, il faut attendre 1974 pour qu'un ministre de la Défense prenne la parole et dise oui, depuis des années, on observe des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. On ne sait pas ce que c'est. Et le ministre Gallet disait, face à ces sujets-là, il faut garder l'esprit extrêmement ouvert. Donc, c'était pas une stratégie de debunking, comme on a pu la connaître aux États-Unis, en disant, bon, ces témoins ont des problèmes psychologiques probablement, voilà. Non. Il faut reconnaître les choses, une position qui est une position de respect vis-à-vis des témoins. Et la création du GEPAN, de ce point de vue-là, participe à cette logique. C'est-à-dire que n'importe quel témoin peut se présenter à la gendarmerie, peut contacter le GEPAN, il va être écouté, il va être pris au sérieux. On ne l'envoie pas à la clinique psychiatrique en disant « Écoutez, cher ami, vous avez des problèmes, il faudrait faire quelque chose. » Voilà, non, pas du tout. Donc, il y a un respect des témoins et on l'écoute. Bon, après, les enquêtes sont diligentées ou pas avec un niveau de profondeur qui dépend du nombre de témoins, de l'importance de l'événement. Mais ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est effectivement cette transparence, en tous les cas, dans ce qui a été dit par le ministre. Après, il n'est pas impossible qu'il y ait des dossiers qui soient des dossiers très confidentiels sur les apparitions d'OVNI, etc. Il y a le service historique de la Défense, qui est quand même un service très sérieux, qui accumule les archives de la Défense, et Dieu sait qu'il y a des archives qui peuvent être, je dirais, des archives chaudes. Voilà. Il y a eu une publication d'archives du fonds d'archives de la gendarmerie sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Nous avons des contacts avec le service historique de la Défense. On a demandé à consulter certains documents. Alors tout ça prend du temps, parce que c'est aussi l'administration, avec le nombre de personnels qu'ils ont, beaucoup d'archives. Donc ça prend du temps, mais on espère arriver, dans certains cas, effectivement, à obtenir les documents. On en a déjà eu, qu'on a compulsé, qu'on a photographié, etc. Et voilà, on poursuit dans cette voie. Donc en France, tout n'est pas simple. La question se pose aujourd'hui, si vous voulez, du témoignage des militaires, notamment des pilotes militaires. Il y a de fait ce que l'on appelle le stigmate aux États-Unis, c'est-à-dire cette peur, quelque part, pour les professionnels de l'aéronautique ou les scientifiques, de s'exprimer sur le sujet parce qu'ils vont être ridiculisés, parce qu'on ne va plus les prendre au sérieux. Ils vont être blacklistés. Et je peux vous garantir qu'on a des chercheurs qui font partie de la commission et qui font extrêmement attention à ce qu'ils disent, aux publications, etc. Ben oui, parce que quand ils travaillent dans des labos, etc., c'est leur pain, c'est ça qui leur permet de vivre. Et ils ne veulent pas non plus prendre le risque d'être exposés de trop, qu'on les prenne pour des rigolos, quoi. Donc, chez les pilotes, et je reviens aux pilotes civils et puis aux pilotes militaires, pilotes civils, on a de plus en plus, et ça, je pense que c'est un peu le rebondissement de ce qui s'est passé aux États-Unis et de l'écho que nous en faisons en France, et en expliquant je dirais, que les pans, c'est pas une croyance. C'est pas vous croyez aux fantômes ou pas. Les pans, c'est quelque chose de bien réel qui ont été constaté, c'est même dit par un ministre. Donc la question, c'est le témoignage des pilotes qui sont soumis, je dirais, à des stress très importants, qui sont soumis à des examens et physiques et psychologiques régulièrement, et donc qui tiennent à leur carrière. Et c'est pas très naturel, au fond, que des pilotes rendent compte d'une observation d'OVNI, et y compris chez les pilotes militaires. Certains l'ont fait, mais ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux parce que c'est pas dans les habitudes. Et nous avons eu d'ailleurs le général Mignot, j'ai eu l'occasion de faire un plateau de télé là, sur Agora News. Général Mignot, qui est un ancien pilote de chasse et de transport, qui a été le patron du Centre national des opérations aériennes, donc de l'armée de l'air, et qui, lui, a apporté témoignage en 1990, avec l'équipage d'un Transal qu'il pilotait, d'une observation de pan. Mais il disait, voilà, il y a une prise de risque.
Parce que, on peut être brocardé, on peut être ridiculisé. Et donc, il y en a qui n'ont pas envie de ça. Donc, il faut arriver à libérer la parole, tout en restant évidemment extrêmement sérieux, comme le sont les pilotes, objectifs, froids dans leurs actions, mais ne pas rater l'occasion, quand on fait une observation, de récupérer des données, parce que c'est ça qui va créer un flux d'informations, de caractéristiques, voire même de faire réagir le CNES rapidement, parce que le CNES travaille en lien avec l'armée de l'air, ça j'ai oublié de le dire, mais c'est important. Le GEPAN a des accords avec le centre, le commandement de la défense et des opérations aériennes, donc il supervise tous les centres de détection, les radars, etc. Mais pour pouvoir bénéficier de ces informations, de ces données radars, il faut en fait qu'il puisse réagir assez rapidement par rapport à un événement pour émettre des requêtes et des demandes pour obtenir les dites données. Parce que les données ne sont pas gardées éternellement et donc les mémoires se vident à un moment donné, en quelque sorte. Donc il faut pouvoir réagir vite. Alors comment on fait pour que la parole se libère sur ces sujets, pour permettre à ces ingénieurs, ces pilotes, tous ces professionnels de parler? Il y a différentes façons de le faire, au travers d'émissions comme la vôtre, ou sur des plateaux télé, dans des émissions qui sont réputées sérieuses. Encore une fois, chacun fait son métier, loin de moi l'idée de critiquer les méthodes des uns ou des autres. Mais nous avons, on a eu d'ailleurs avec Jean-François Clairvoy et Pierre Bescon, une expérience d'interview qui s'était faite au siège de l'Association d'aéronautique et d'astronomie de France, dans les locaux de l'Aéroclub de France. Avec une journaliste qui, très gentiment, nous avait sollicité pour faire un reportage, etc. Mais au final, beaucoup d'informations ont été filtrées, admettons. Il est resté très peu de choses, uniquement des points qui étaient des points saillants du genre alors les Américains, ils cachent des choses, ils disent pas tout, Jean-François Clairvoy qui avait fait une anecdote sur une observation un peu étrange dans l'espace, tout ça. Mais tout ça est passé dans un reportage où on parlait en même temps des navettes spatiales qui faisaient le chemin entre la Terre et Mars avec des équipages mixtes humains et extraterrestres. Alors vous imaginez bien que quand vous êtes dans cette espèce de mélange, vous perdez toute crédibilité. Et j'ai envie de dire que tout ce que la commission Sigma 2 peut raconter, ce que je peux raconter, évidemment, présente un intérêt extrêmement relatif par rapport à un public qui va être captivé par des espèces d'annonces absolument incroyables, qu'il aura oublié le lendemain, mais il aura tout oublié, le public, le lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, nous étions extrêmement circonspects vis-à-vis des interviews, etc. Et ça a beaucoup changé. Depuis 2020, 2021, évidemment, il y a eu le point d'orgue, le premier rapport de la structure du Pentagone sur les ovnis. Alors, je peux vous dire qu'effectivement, il y a eu des interviews, beaucoup d'intérêt. On a sorti, nous, un rapport de 400 pages, quand même, sur le sujet. Il y a un inventaire aujourd'hui qui est fait par les scientifiques pour lister toutes les organisations, les publications faites, etc. Donc, vous voyez, il y a une espèce de mouvement brownien qui commence à se structurer. Et donc, pour en revenir aux pilotes, justement, dont on parlait, si vous voulez, ce qui est important, c'est de leur montrer que les travaux qui sont menés sont des travaux sérieux. Ce sont des travaux de nature technique, scientifique, menés par des gens qui travaillent pour certains ou qui ont travaillé pour la défense, si vous voulez. Donc, qui connaissent les techniques d'analyse. Quand on cherche à savoir si on a affaire à un avion espion, si on a affaire à des drones d'un certain type, etc., ce sont les mêmes démarches, les mêmes techniques. Et donc, cette crédibilité-là, elle peut inciter des pilotes, au fond, à rendre compte d'une observation insolite, en notant, comme ils le font professionnellement, tous les détails qui vont permettre de progresser. Jusqu'à ce départ de vacances de la Toussaint en octobre 2011. C'est le début du week-end, la nuit est noire et constellée d'étoiles. Nous filons entre amis sur l'autoroute A10 en direction d'Orléans. Je rêvasse à l'arrière de la voiture en observant le ciel étoilé. Soudain, un halo lumineux m'intrigue. Gros comme une pièce de 20 centimes, d'un blanc laiteux, il dégage vers l'arrière une lumière verte et traverse l'horizon de droite à gauche pendant une dizaine de secondes peut-être. Est-ce une illusion d'optique? Un reflet dans la vitre? J'interpelle mes amis qui tous observent la même chose. Comme j'ai quelques connaissances dans le domaine de la défense aérienne, puis en matière de phénomènes de rentrée atmosphérique, comme celle des météorites, évidemment, cela m'excite.
les rentrées d'astéroïdes. Les étoiles filantes, je connais, en général, elles prennent la forme d'un trait lumineux, ce que l'on appelle le sillage, et d'une boule lumineuse surchauffée, entourée d'un plasma, comme la tête d'une épingle, qui se situe dans la zone la plus chaude à l'avant. Mais là, ça ne colle pas. Mon cerveau cogite à grande vitesse. Je fais rapidement des calculs pour estimer la distance, l'altitude. Après tout, c'est mon métier. Durant le trajet, nous ne parlons plus que de ça. Et à peine arrivé, je fais un compte-rendu à chaud de ce que nous avons vu sur le site internet du GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, organisme français chargé des enquêtes, de témoignages, et que je connaissais de réputation. Évidemment, avec mes amis, un autre couple que nous avons rejoint pour le week-end, les conversations continuent sur ce halo mouvant que nous avons observé. Phénomène naturel ou autre chose? Les esprits s'échauffent. Et c'est là que l'on évoque un rapport, qui est le rapport Cometa, qui serait soi-disant disponible sur Internet. Piqué au vif, je le trouve sur Internet. Il a été remis en 1999 au Premier ministre Lionel Jospin. C'est le rapport Cometa, Comité d'études approfondies sur les ovnis, qui fait une centaine de pages. Je le parcours aussitôt. Il recommande que l'on étudie très sérieusement les cas recensés d'objets volants totalement inconnus. L'hypothèse de technologie extraterrestre y est clairement évoquée, stupeur. Et je suis surtout frappé par la qualité professionnelle des contributeurs à ce rapport. Anciens de l'Institut des hautes études de défense nationale, généraux de l'armée de l'air, un amiral, un ancien président du Centre national spatial, des ingénieurs généraux de l'armement, des anciens pilotes, enfin bref que du beau monde. Il est impossible de douter de leur sérieux. D'autant que certains noms me sont connus. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns, parmi lesquels Yves Sillard, ancien directeur général du CNES, ancien patron de la direction générale de l'armement, etc., etc. Et donc je gratte, je creuse, et c'est ça qui va m'amener aussi à me rapprocher de l'Association d'aéronautique et d'astronautique de France, que je connaissais bien, à laquelle j'appartenais, mais j'avais vu qu'il y avait une commission Sigma, qui m'était inconnue, qui relatait dans un de ses documents le témoignage d'un ancien du CNES qui avait observé avec ses collègues un phénomène non identifié dans le ciel du sud algérien. Et puis surtout, l'article mentionnait le spationaute Jean-François Clairvoy, que j'ai rencontré après. Et donc, chemin faisant, eh bien, j'entre en contact avec cette commission dans laquelle je vais être très bien accueilli. Et là, je vais terminer la lecture parce qu'elle pourrait durer longtemps, et j'invite ceux que ça intéresse à lire le bouquin. Mais je cite à ce moment-là ma découverte des travaux soviétiques, américains, de leurs agences de renseignement, de la CIA, du KGB, etc., sur ces sujets. Alors évidemment, l'histoire des avions U-2, dont on a parlé, mais le programme russe de l'Académie des sciences, mais aussi des militaires, concernant les ovnis dans les années 70, et dont le nom de code était le même que celui des programmes de surveillance de l'espace. Là, il s'agit d'observer les satellites espions, donc ce sont des choses extrêmement sérieuses, et tout autant des systèmes d'alerte antimissiles. En fait, le nom de code était le même. Et donc, il y avait une sorte de convergence, si vous voulez, et ça aussi, ça m'a frappé professionnellement, entre les activités de défense aérienne antimissiles, les activités de renseignement et de surveillance de l'espace, et les activités de recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et là, en fait, une porte s'ouvre, si vous voulez, y compris, j'en terminerai là, ce qui m'a frappé aussi, c'est la découverte d'un accord russo-américain datant de 1971. Sur quoi? Sur une alerte réciproque. En cas d'activation de sites de missiles stratégiques qui seraient liés à la présence d'objets inconnus et créant des interférences dans l'espace aérien de l'un ou de l'autre. Quand vous lisez ça entre les lignes, eh bien, ça ressemble bien à des phénomènes qui ont été observés sur des bases russes, sur des bases américaines, où il y a eu des portes de silos qui sont ouvertes, des électroniques qui sont mises en route, puis qui sont arrêtées, etc. Voilà. Tout ceci, je dirais, ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des éléments de réalité, des éléments qui ont une valeur technique et scientifique pour étudier ces phénomènes. Parmi tous les cas que vous avez étudiés, quel est celui qui vous a le plus marqué ou remis en question certaines de vos certitudes? Alors, je ne dirais pas qu'il y a un cas. En fait, il y a une série de cas, et nous avons, je l'évoque dans mon livre, et nous avons, je dirais, consacré un chapitre entier à ce que l'on appelle les effets électromagnétiques. Parce que, depuis des décennies,
ont été observées des bizarreries liées à la présence des pans. Alors, un petit peu plus tôt, je citais un exemple qui est celui des véhicules. Le moteur s'arrête. Voilà, ils sont survolés par un ovni. Bon, c'est déjà un peu la panique à bord. Et puis tout d'un coup, pouf, plus de radio, plus d'électricité, la voiture cale, s'arrête. Si vous avez connu la série Les Envahisseurs, Absolument. ça vous dit quelque chose? Bon, ça commence à comment? David Vincent. Un soir où il était fatigué, il s'arrête au bord de la route, aperçoit une soucoupe volante et sa voiture, voilà, tout s'éteint. Bon, ce ne sont pas des racontars, ce sont vraiment des phénomènes qui ont été observés. D'ailleurs, il y a un professeur américain qui est en train de faire justement l'inventaire des publications, y compris des nôtres, qui a participé à une conférence qu'on a organisée en 2023 et en 2024 au sein de la 3AF, qui a sorti d'ailleurs une analyse sur les effets, justement, les interférences sur les moteurs à explosion, et donc expliquant pourquoi le moteur cale, etc. Bon, alors, il n'y a pas que les voitures, il y a des cas aéronautiques qui ont été observés. Et je peux en citer un qui est absolument extraordinaire, c'est le cas d'avions militaires, des F-4 Phantom d'origine américaine, qui étaient dans les forces aériennes iraniennes de l'époque du Shah. Et donc, en 1975, je crois, 1976, 2 F-4 sont envoyés en mission d'interception sur un ovni, une espèce de boule lumineuse, etc. Bon, 2 pilotes de chasse, dont un qui est devenu général par la suite, qui a raconté cette histoire, etc. Ce qui est extraordinaire, c'est que le premier avion, donc, est en ralliement sur l'objectif. La boule lumineuse se sépare en deux. Il y a une boule plus petite qui, tout d'un coup, vole à grande vitesse en direction du chasseur qui se rapproche. Et à une quarantaine de kilomètres, radio, intercom, etc., à bord de l'avion tombe en panne. Bon, l'avion va vouloir, à un moment donné, armer son missile pour pouvoir tirer. Et là, pareil, l'électronique tombe en carafe. Donc, il vire sur l'aile. Tout redevient normal. L'autre avion essaye une passe aussi, et c'est pareil. Bon, alors je raccourcis l'histoire. Les Américains envoyaient des représentants de leur agence de renseignement militaire. Enfin, voilà, les gens sont allés mener l'enquête. C'est quand même assez extraordinaire. Et des phénomènes similaires se sont produits chez les Russes aussi. Ils ont eu des MiG qui ont été confrontés à des pans et dont l'électronique a été perturbée. Ça, je dirais, c'est une autre facette du sujet des phénomènes électromagnétiques. Puis pour raccourcir, je vais terminer par 2 exemples complémentaires, différents. L'exemple des rayonnements constatés, et en France, il y a eu des cas notamment à Trans-en-Provence, où il y a eu un objet observé par un agriculteur qui s'est posé près de sa maison. Et la végétation a été desséchée. Et elle a été desséchée progressivement. Vous savez, comme quand vous avez un rayonnement qui s'atténue. Bon, les analyses qui ont été faites, les analyses biologiques, ont montré que la chlorophylle avait été altérée. Et probablement par un rayonnement micro-ondes. Alors, vous voyez, ce qui s'est passé au niveau des F4, c'est très ressemblant avec ce qu'on sait aujourd'hui, mais qu'on ne savait pas il y a 40 ans, 50 ans, des armes micro-ondes, des armes électromagnétiques qui permettent de perturber l'électronique. Je ne parle pas de brouillage, c'est un phénomène, un mécanisme qui est différent. Vous voyez ce qui se passe avec la végétation. Dernier sujet que l'on a traité aussi, c'est l'effet sur les effets physiologiques. Voilà, alors c'est pareil. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont développé des armes à micro-ondes, qui sont des armes non létales, qui permettent de faire, je dirais, un containment de foule, et qui produisent, je dirais, un effet de brûlure, d'échauffement sous-cutané, sans incidence, parce qu'il n'y a pas de brûlure, les tissus ne sont pas altérés, etc. Mais vous avez différentes sortes d'intensité, de phénomènes, qui peuvent créer des problèmes, je dirais, du circuit cardiovasculaire, de la mémoire, etc. On a un médecin qui fait partie de l'équipe, qui a étudié beaucoup de cas de rencontres rapprochées avec des pans, et qui a dressé des diagnostics dans tous les cas qui se rapprochent d'effets d'intensité différentes liés au micro-ondes. Donc voilà un sujet d'intérêt pour la commission Sigma 2 qu'on n'a pas fini d'étudier, parce qu'il y a là, si vous voulez, un fil conducteur, y compris avec l'apparence optique de ces phénomènes-là. Très lumineux. Y a-t-il un plasma? Ce plasma est-il engendré par des rayonnements, justement, de ce type-là, micro-ondes, etc. La porte des recherches est ouverte, parce que c'est un sujet qui est vaste, mais qui est très intéressant. Voilà ce qui, personnellement, m'a marqué le plus. Alors, l'une des grandes idées de votre livre, on en parlait tout à l'heure, est l'importance de la coopération internationale pour comprendre ces phénomènes. Alors, on parlait tout à l'heure de la coopération entre les Américains et les Russes.
Où en est-on aujourd'hui? Que reste-t-il à faire au niveau Je mondial? pense qu'il y a énormément de choses à faire. D'abord, coopération avec les Russes. Il y a eu des accords, parce qu'il y avait des accords stratégiques en cours de négociation à l'époque, sur les armements nucléaires, etc. Et sans doute que les Russes et les Américains, qui avaient mis en place d'ailleurs ce qu'on appelait le téléphone rouge, se sont rendus compte que dans certaines circonstances, il est important de se parler. Et que s'il y a un risque de départ, je dirais, missile non voulu, vaut mieux prévenir les gars d'en face que de les laisser croire qu'ils vont être attaqués. Ça peut être dangereux quand même. Bon, voilà. Donc c'est ça la philo. Bon, est-ce qu'ils ont eu des programmes de coopération véritablement sur les phénomènes aérospatiaux identifiés? Peut-être qu'à certaines périodes, il y a eu des scientifiques qui se sont rencontrés ou des gens, mais on n'en sait pas plus que ça. L'attitude aux États-Unis a été une attitude plutôt de confinement de l'information et surtout d'arrêt apparent des programmes de recherche, puisqu'il semblerait qu'en fait, la défense en est maintenue. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de coopération. Il y a eu peut-être des coopérations entre les Américains et les Britanniques. Aujourd'hui, le gouvernement américain a expliqué que leur agence d'études des phénomènes aérospatiaux identifiés avait informé ce qu'ils appellent les Five Eyes, donc les pays alliés avec lesquels ils ont des accords de renseignement, donc notamment les Britanniques, les Australiens, les Canadiens, etc. Il n'y a pas de coopération internationale pour mettre les données sur la table. Alors, il y a eu des tentatives auprès de l'ONU pour essayer de promouvoir des coopérations, des échanges. On n'en est pas là. Disons qu'aujourd'hui, il y a des structures qui sont en place pour étudier ces phénomènes-là, notamment aux États-Unis. De façon claire, ils ne nient pas l'existence des phénomènes. C'est un revirement considérable par rapport à leur position antérieure. Ils disaient, non, il n'y a rien, il y a des gaz des marées, tout ça, voilà. Ils le reconnaissent en tant que risque pour la défense américaine parce que, d'avoir les pilotes qui observent des trucs dans l'espace aérien américain sans qu'ils sachent de quoi ils retournent, c'est un peu embêtant. Voilà. Ils le reconnaissent, donc il y a eu un changement de posture. Quant aux données, les données sont comptées au compte-gouttes. Il n'y a pas une diffusion très large. Alors, ils essayent de publier quelques cas, mais qui sont un peu décevants dans leur contenu, parce qu'au fond, ils disent oui, on a vu un truc, mais c'était un ballon. C'était ce qu'ils appellent des résidus du clutter aérien, voilà, des sacs plastiques, enfin bon. Ils disent, mais on travaille, parce qu'ils travaillent certainement sérieusement, c'est évident. Mais il n'y a pas beaucoup de publications. L'histoire du Nimitz, qui a fait le tour de la Terre je ne sais combien de fois, il n'y a pas un rapport. Il y a un rapport qui a été remis d'ailleurs au patron du Congrès, Harry Reid, qui était à l'initiative de ces programmes de recherche et financés par le Congrès. Mais on n'a jamais vu les rapports de la DIA sur l'affaire Nimitz. Mais nous, qui sommes-nous? Nous sommes des étrangers. Aux États-Unis, les équipages qui étaient à bord du bateau, on a fait une interview de Sean Cahill, qui était le maître des radars du bateau qui observait ces ovnis à l'époque. Il nous a expliqué, il l'a dit, sitôt l'opération terminée, des gars ont débarqué à bord des bateaux et ont emmené tous les enregistrements. Il n'y a pas eu de débriefing avec les équipages, avec les opérateurs radars. Donc, voilà, je dirais, les clauses de secret qui pèsent effectivement sur ces sujets-là, enfin, si on se fie aux témoignages que je vous relate. Et donc, vous pensez bien que le partage de données au niveau international est un hors-sujet. Sauf s'il y a peut-être des contacts dans certains cas où les gens échangent. On est loin, si vous voulez, d'une mise sur la table de toutes les données techniques, etc. Alors on peut le comprendre dans certains cas, parce que ça peut révéler des caractéristiques de systèmes d'observation américains très confidentiels dont ils ne veulent pas parler. Ça peut être vrai chez eux, ça peut être vrai ailleurs aussi. Mais il n'y a pas aujourd'hui de mise sur la table des données, hormis des initiatives scientifiques, car il y a Avi Loeb, qui est un astrophysicien très connu, et d'autres qui ont changé et qui ont lancé des mouvements qui s'appellent Galileo. Et donc, il y a des universités où ils mettent des télescopes, ils essayent de recueillir des données à eux. Des données scientifiques, si vous voulez, qui ne sont pas tamponnées par le sceau de la défense, puisque ce n'est pas acquis avec des moyens d'observation militaire, mais avec des moyens civils, de laboratoire, etc. Et ils essayent d'initialiser une espèce de courant pour pouvoir échanger des données, publier. Voilà, on commence à essayer des publications, parce que là aussi, on parle de la défense, mais vous savez, il ne faut pas parler uniquement de la défense. Le monde scientifique est un monde qui peut être extrêmement dur. Avec, je vous citais le cas des chercheurs qui se méfient,
Et le screening, les jugements qui sont portés sur des documents, sur des publications, peuvent être extrêmement rigoureux, voire acerbes. Donc, il ne faut pas caricaturer en disant oui, les militaires, comme d'habitude, ils veulent rien dire, etc. C'est comme ça, et puis les autres, ils voudraient tout dire. Non, non, c'est pas simple de publier un article sérieux dans une revue sérieuse sur les pans parce qu'il faut être pris au sérieux, justement. Voilà. Donc, il y a des progrès à faire dans les différents domaines, mais il ne faut pas être pessimiste. Et sans doute qu'il faut du temps et que le fait de mettre sur la table un certain nombre de choses, il y a aussi une maturation du sujet. J'ai entendu dire, mais j'ai pas eu le temps de vérifier, qu'il y avait un article qui était sorti comme quoi la Commission européenne commençait à s'intéresser au sujet. Donc, ce sont des petits pas, mais si vous mesurez quand même, finalement, la mesure du sujet depuis 2017 par rapport à ce que c'était avant, bien sûr, dans la révélation de ce qui a été observé avant, parce qu'il y a une mine d'informations, forcément, depuis des décennies, qui a beaucoup de valeur, beaucoup d'intérêt. Il ne suffit pas de s'intéresser aux observations récentes. Justement, pour un public informé mais non spécialisé, que conseilleriez-vous à ceux qui s'intéressent à ces phénomènes et veulent en savoir plus tout en restant dans un cadre bien rationnel, sûr? Il y a... Dans un cadre sérieux, en fait. Il y a, je dirais, des émissions qui sont des émissions sérieuses où on prend le temps de discuter, d'expliquer les choses. C'est un survol en 3/4 d'heure, 1 heure, parfois 10 minutes. Bon, mais ça peut être fait très sérieusement. Sur la chaîne donc Agnew Sécurité, on a fait un certain nombre d'interventions avec Jean-Claude Bourré, avec Alain Juillet, que je retrouve très souvent. Et il va y en avoir une autre qui va se faire très prochainement, où on a abordé différentes facettes du sujet. Alors évidemment, le sujet international américain revient, mais on a expliqué aussi les observations. Pourquoi les observations radar, infrarouges étaient complémentaires. On avait invité, il y a 1 an, au mois de novembre, il y avait Alain Juillet, il y avait Jacques Vallée. Jacques Vallée est un astronome, il est en ce moment à Paris d'ailleurs, et il a 85 ans. Il est parti dans les années 70 aux États-Unis, il a participé à la création d'Internet là-bas, et c'est quelqu'un qui a travaillé avec Alan Hynek, qui était l'enquêteur scientifique de l'US Air Force pour les fameux dossiers Blue Book, qui ont été terminés en 1969. Bon, il a une histoire absolument incroyable, extraordinaire, il a écrit des bouquins, etc. Évidemment, ce sont des gens qui sont intéressants à raconter. Bon, j'en parle un petit peu dans le bouquin, mais dans les émissions en live, on était avec Chris Mellon, ancien adjoint au secrétaire à la Défense, en charge des relations avec les services de renseignement. Vous imaginez, c'est un des gars qui a fait les révélations justement en 2017 aussi, en disant oui, il y a des choses qui se font, etc. Bon, c'est une pointure. Et c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique d'ailleurs, au passage. Et donc voilà, en faisant des émissions comme ça, on prend le temps de poser le sujet, on écoute les témoignages, c'est extrêmement intéressant d'entendre de la bouche de Jacques Vallée et Chris Mellon comment s'est construit ce fameux programme dit secret, sur budget non pas de la Défense, mais sur budget du Congrès, en quelque sorte des études libres. Mais en touchant un certain nombre de données, ils ont créé une base de données, etc. Et comme ça ne bougeait pas après, qu'il n'y a pas eu un deuxième programme, etc., ils sont allés voir les membres du Congrès, avec les pilotes de l'US Navy qui avaient vu des choses. Et donc, le dernier coup, ça a été la parution de ces articles en 2017, vous voyez, opération de communication. Mais le résultat est là. Donc tout ça, je pense que ça permet aux gens de s'informer. Après, on a une revue à la 3AF qui est en accès gratuit. Elle sort tous les trimestres. Et donc au bout d'un trimestre, on la met en accès gratuit. Et nous avons fait un certain nombre d'articles dans ce qu'on appelle la lettre 3AF sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui relatent nos travaux et puis nos rapports. Si quelqu'un est intéressé, il est tout à fait faisable de télécharger gratuitement sur le site de 3AF, ne serait-ce que la synthèse que l'on a faite en juin 2021, qui fait une quinzaine de pages. C'est un peu le rapport qu'a sorti les Américains, mais je pense avec plus de détails. Et puis alors, pour les passionnés, on a un rapport qui fait 400 pages. Mais on peut choisir les chapitres. Voilà. Luc Dini, en quoi croyez-vous ? Je crois en beaucoup de choses. Je crois que nous sommes dans un univers qui est absolument extraordinaire et dont on n'arrive pas à appréhender la dimension. Et voilà, donc on peut parler de création, on peut parler de tout ça, c'est de la conviction, c'est personnel. D'ailleurs, quand on parle de croyance, voilà, c'est personnel. Je crois en la capacité de l'homme
à s'étonner, à découvrir, à être curieux, à apprendre. Et je pense que il y a des citations d'ailleurs dans le rapport de la 3F que je ne peux pas vous dire comme ça de mémoire, mais je crois qu'Einstein a dit que bon, la science, effectivement, ce qui est important au fond, c'est de connaître, je dirais, nos limites, et que en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, et qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et je pense que le cas des phénomènes aérospatiaux non identifiés en fait partie. Pour moi, c'est pas une croyance, c'est une conviction qui est établie sur des faits tangibles, sur des données qui sont effectivement, je dirais, assez flagrantes. Je pense que ça participe à la connaissance de l'univers. Et voilà, on a eu des savants, et je ne mets pas la commission Sigma 2 au rang des savants extraordinaires comme les Kepler et d'autres, qui ont inventé des nouvelles lois et qui ont permis, je dirais, eh bien, d'expliquer la mécanique céleste, des planètes, etc. Voilà, rien qu'en faisant des observations dans une lunette, quoi. Bon, il fallait le faire. Voilà, il y a beaucoup de progrès à faire et c'est intéressant, c'est passionnant. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Moi, ce qui m'émeut, c'est j'aime beaucoup le travail en équipe. Je suis toujours étonné par le pouvoir d'une équipe pluridisciplinaire, de gens, alors certains que je connaissais d'avant, d'autres non, etc. C'est quelque chose d'extrêmement encourageant et qui donne envie d'aller plus loin. Voilà. Quand on travaille avec des gens, y compris à l'extérieur de l'équipe, qui ont suffisamment d'humilité pour dire, voilà, on connaît des choses, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas, qui pensent avoir trouvé des choses, mais qui ne pensent pas avoir de vérité absolue, et qui sont à l'écoute également, je dirais, des autres. Ça aussi, ça fait partie d'une quête, je dirais, de recherche qui est passionnante, quoi. Puis, il y a le facteur humain. Qu'est-ce qui vous effraie ? L'inconnu est en même temps effrayant. Qu'est-ce qui vous met en colère ? C'est, je dirais, la bêtise, la négation de l'évidence, ou alors c'est qu'on n'a pas fait assez de pédagogie. Mais bon, rien ne sert de se mettre en colère, je pense qu'il faut être opiniâtre. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Beaucoup de choses. Un exemple. Qu'est-ce qui me fait du bien ? Moi, je pense que c'est le sourire des gens qui sont heureux de faire des choses ensemble et de construire. L'esprit de construction. Alors, votre mantra ou la phrase qui résonne en vous et qui vous fait du bien, qui vous inspire, la phrase que vous vous dites à certains moments de votre vie, à des moments particuliers, une phrase, un mot. Une phrase, un mot. Disons que je pense toujours que malgré les difficultés, un mur n'est jamais qu'un mur et on peut le contourner. Eh bien, merci Luc Dini. Merci à vous. Merci Luc pour cet échange passionnant. Ce que nous retenons, les ovnis, ne sont pas seulement des mystères à élucider, mais une invitation à revoir nos certitudes. À chaque question sans réponse, la science avance. Et votre livre nous montre bien que l'inconnu est peut-être plus proche qu'on ne le pense. Alors, et si c'était le moment de remettre en question ce que vous pensez savoir ? Et si l'inexplicable d'aujourd'hui devenait la science de demain ? Voilà, chers auditeurs, vous le savez, l'aventure ne s'arrête jamais ici sur Blooming You. Avant de partir, un petit rappel. Nous sommes un média indépendant et dans le monde d'aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Chaque souscription, chaque soutien, c'est ce qui nous permet de continuer à vous offrir du contenu authentique, libre et inspirant. Alors il y a plein de façons de nous soutenir, que ce soit en cliquant sur « Rejoindre » si vous êtes sur YouTube ou directement sur le site bloomingyou.fr. On ne va pas se mentir, le soutien financier est essentiel. Mais bien sûr, si vous ne pouvez pas souscrire, tout, ou plutôt presque tout, reste accessible comme toujours, gratuitement. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre notre cercle privilégié ? Si oui, vous savez où cliquer. On vous attend.